Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette neuvième partie concernant la programmation orientée objet en Swift. Dans cette vidéo, nous allons voir les notions complémentaires et avancées en Swift. Donc certaines notions sont en rapport avec la programmation orientée objet, d'autres le sont moins, elles sont plus en rapport avec le langage, et certaines choses peuvent paraître compliquées, mais comme je l'ai dit, ce sont des notions complémentaires, donc c'est en plus de ce que vous avez appris, mais ces notions ne sont pas négligeables. Donc nous allons voir les différentes méthodes que possèdent les types qui sont en fait des classes, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, nous verrons les tuples, un nouveau type de variable. Puis les variables optionnelles, le fameux point d'interrogation dont je parle depuis la vidéo 14, il me semble. Et l'utilisation des bases mathématiques du binaire, de l'octal et de l'hexadécimal. Donc étant donné que ce sont des notions complémentaires, on fera surtout de la théorie, on fera vraiment très peu de pratique et quelques diapositives sont du coup un peu chargées en texte pour l'explication. Nous allons donc commencer par les méthodes de type. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les types natifs, int, string, float, double et booléen sont en fait des classes dont on peut étendre les fonctionnalités. Et si ces types-là sont des classes, ça veut dire que comme des classes et donc comme des objets, ils possèdent des méthodes. Et c'est ce que nous allons voir pour cette première partie. Les méthodes, donc les fonctionnalités, de nos types natifs, donc indirectement de nos objets. Alors les types possèdent beaucoup de méthodes, donc nous allons étudier seulement les principales ici. Et nous allons d'ailleurs voir uniquement deux types, les strings et les int, car en effet les double et les float sont des nombres, du coup ces types ont les mêmes méthodes que le type int. Nous verrons aussi juste après les méthodes que possèdent les tableaux et les dictionnaires. Alors la syntaxe pour appeler une méthode est la suivante. On utilise la manière classique, c'est-à-dire avec le point, comme on a fait en programmation orientée objet jusqu'à présent. On a donc notre variable d'un certain type affectée à une valeur. On va prendre cette variable, la faire suivre d'un point qui est lui-même suivi de la méthode qui appartient au type de notre variable. Donc si notre variable nom est de type string, eh bien ça sera une méthode qui appartient au type string qui va agir sur notre variable. Donc la méthode appartient au type de notre variable. Commençons par le type string. Voici quelques méthodes du type string. Elles n'y sont pas toutes, seulement les principales et celles dont vous allez sûrement vous servir le plus, si bien sûr vous en avez besoin. Donc on a une première méthode qui est de type void, donc c'est-à-dire qu'elle ne renvoie rien, donc c'est une fonction qui n'a aucun retour. Elle a simplement un paramètre de type string, donc une chaîne de caractères doit lui être passée en paramètre, et elle s'appelle append contents of. Cette fonction ajoute le texte qui lui est passé en paramètre à la suite du texte sur lequel la méthode est appelée. Donc c'est une concaténation. Donc le texte en paramètre va être ajouté au texte qui est déjà présent dans la variable où on appelle cette fonction. La deuxième méthode, qui s'appelle containString, de type bool, car elle renvoie un booléen, prend en paramètre une chaîne de caractères. Cette fonction renvoie vrai si le texte qui est passé en paramètre est contenu dans le texte sur lequel la méthode est appelée. Donc par exemple dans le mot bonjour, dans le mot bonjour, on a la lettre J et O qui se suit. Donc si je mets bonjour dans une variable et qu'à cette variable j'appelle containString entre parenthèses JO, entre guillemets évidemment, c'est une chaîne de caractères, eh bien elle va me renvoyer true car la chaîne JO est bien dans bonjour. Si elle ne s'y trouvait pas, la fonction aurait renvoyé faux. La troisième méthode, elle aussi de type booléen, renvoie vrai si la chaîne de caractères sur laquelle on appelle la méthode est vide, et faux sinon. Donc c'est-à-dire si on a simplement une chaîne de caractères avec une guillemets ouvrante et une guillemets fermante, sans rien entre les guillemets. Donc évidemment c'est peu probable, mais ça peut vous permettre dans des conditions de tester si votre chaîne de caractères est vide ou non. La dernière méthode est un peu particulière, donc elle est de type int, ça veut dire qu'elle renvoie un nombre entier, et en fait on va faire appel à une collection qui s'appelle caractère, donc caractère qui est une collection appartenant à string, et donc cette collection caractère possède elle aussi quelques méthodes, mais une qui va nous servir c'est la méthode count, car si on fait notre variable .caractère.count, eh bien ça va nous retourner le nombre de caractères qui se trouve dans le texte sur lequel la méthode est appelée. Donc le nombre de caractères, y compris les espaces, les tirets, la ponctuation, les apostrophes, tout ce qui peut être considéré comme caractère. Donc comme nous n'allons pas faire de pratique, j'ai fait un exemple rapide. On déclare une chaîne de caractères bonjour Romain. Ce qui affichera 14 à la console, eh bien c'est l'instruction du nombre de caractères contenus dans la variable. Donc dans la fonction print, on prend notre variable .characters.count et il va s'afficher 14 car dans bonjour espace Romain, il y a 14 caractères. Ce qui va ajouter espace point d'exclamation à bonjour Romain, c'est la méthode qu'on a vue au début, c'est-à-dire append contents of et entre parenthèses ce que je veux ajouter à bonjour Romain.
Donc j'ai mis deux exemples de méthodes, je vous laisse tester les autres sur Xcode et il y en a aussi d'autres que je n'ai pas mentionnés. Et pour les trouver, vous avez juste à taper le nom de votre variable suivi d'un point et de sélectionner dans le dictionnaire du Xcode qui apparaît la fonction qui vous convient. Mais vous voyez, ça s'utilise vraiment très facilement. Voyons maintenant les méthodes du type int. Là encore, elles y sont pas toutes, c'est seulement certaines méthodes. La première méthode s'appelle advancedBy. Elle prend en paramètre un nombre entier et elle renvoie elle-même un nombre entier. Et en effet, cette méthode renvoie le nombre sur lequel est appelée la méthode, donc le nombre qu'on a déjà, plus la valeur qui est passée en paramètre. C'est, si vous voulez, une addition. Et le nom de advancedBy, c'est pour dire notre nombre va être avancé de tel nombre. Par exemple, si c'est 10 advanced by 5, eh bien ça va être égal à 15, car 10 avancé de 5, ça donne 15. La deuxième méthode renvoie elle aussi un nombre entier. Elle s'appelle distance_to et prend en paramètre un autre nombre entier. Cette méthode renvoie la distance en nombre entre guillemets qui sépare le nombre sur lequel elle est appelée et celui qui est passé en paramètre. Donc si par exemple j'appelle cette méthode sur 50 et que dans les paramètres je lui donne 65, eh bien la distance pour aller de 50 à 65, eh bien c'est 15, parce que 50 plus 15, 65. Voilà en gros ce qu'est la distance en nombre qui sépare deux nombres. La troisième méthode renvoie également un nombre entier et il s'agit de prédécesseur. Elle ne prend aucun paramètre, elle renvoie simplement le prédécesseur du nombre. Et il existe aussi successor qui renvoie elle aussi un nombre entier et plus précisément qui renvoie le successeur du nombre. Voici encore quelques exemples rapides. Donc on déclare notre nombre qui est 86. Ce qui affichera à la console 85, eh bien c'est l'appel de la méthode prédécesseur sur notre nombre, donc nb.prédécesseur, toujours dans les parenthèses du print pour l'affichage évidemment. Ce qui affichera à la console 4, eh bien c'est la distance de 86 à 90, donc nb.distance to 90, parce que pour aller de 86 à 90, il faut parcourir une distance de 4 nombres, car 86 plus 4, ça fait 90. Et enfin, ce qui affichera à la console 87, eh bien, c'est tout simplement la méthode successor appelée sur notre variable. Donc vous voyez, là aussi, c'est plutôt très simple comme fonctionnement. Voyons maintenant les méthodes des tableaux. Donc encore une fois, voici une certaine liste de méthodes. Il y a la méthode append de type void, donc elle ne retourne aucune valeur, mais elle prend un paramètre qui sera du type de votre tableau. Car en effet, cette fonction ajoute l'élément qui est passé en paramètre à la fin du tableau. Donc on a déjà vu dans la vidéo sur les tableaux comment ajouter un élément en faisant la concaténation avec le plus suivi de la paire de crochets avec l'élément entre crochets. Et bien là, c'est une fonction du type tableau qui fait exactement la même chose. La deuxième méthode est plutôt même un attribut qui renvoie un nombre entier, donc il s'agit de count, qui va renvoyer le nombre d'éléments que possède le tableau. C'est très utile pour les conditions dans les boucles, pour les parcours de tableau. La troisième méthode, contains, est de type booléen, elle renvoie vrai ou faux, et elle prend en paramètre un élément du type de votre tableau, encore une fois, donc elle renvoie vrai si l'élément qui est passé en paramètre est présent dans le tableau, elle renvoie faux sinon. Donc si c'est un tableau de nombre entier, et qu'en paramètre il y a un nombre qui appartient à ce tableau d'entier, eh bien la fonction renverra vrai. La quatrième méthode, elle aussi de type booléen, renvoie vrai si le tableau ou le dictionnaire est vide et faux sinon. La dernière méthode de type void ne retourne aucune valeur. Elle se charge simplement de supprimer tous les éléments du tableau ou du dictionnaire. Elle s'appelle remove all et son nom est très explicite. Elle ne prend aucun paramètre. Voyons maintenant un exemple rapide. Donc on déclare un tableau. Ici j'ai déclaré un tableau qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un tableau numéroté. Maintenant je vais ajouter un sixième élément à mon tableau, donc le chiffre 6 grâce à la fonction append, et ensuite pour vérifier que le chiffre a bien été ajouté, j'affiche mon tableau et il s'affichera crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6, crochet fermant. Je déclare maintenant un tableau de type string avec Romain et Toto. Ce qui affichera true à la console, eh bien c'est tout simplement l'appel de contains sur mon tableau avec Toto en paramètre. Donc si mon tableau numéro 2 contient Toto, alors ça va renvoyer vrai. Et comme c'est le cas dans cet exemple, à la console, il s'affichera true, tout simplement. On en a terminé avec les méthodes de type. Voyons maintenant les tuples. Un tuple est un type de variable qui peut contenir plusieurs valeurs. Donc votre constante ou votre variable contiendra plusieurs informations, car un tuple peut être une constante ou une variable. Évidemment, il y a un autre moyen d'associer plusieurs valeurs à une variable ou une constante, on le connaît, c'est en déclarant un tableau. Mais les tuples, vous verrez, sont des structures plus souples que les tableaux et ils ont aussi leurs propres moyens de récupération de données. Voici comment déclarer un tuple en Swift. Donc on écrit notre mot-clé let ou alors notre mot-clé var, ça marche aussi, ça peut être une constante ou une variable, suivi du nom de votre tuple.
du signe égal, d'un couple de parenthèses, et dans ces parenthèses, votre première valeur, séparée par une virgule, votre dixième, séparée par une virgule, votre troisième, etc., etc. Les valeurs peuvent être de n'importe quel type, et comme exemple de cette partie, nous allons déclarer un tuple qui va être l'erreur 404, la fameuse erreur web qui indique que la page que l'on cherche est introuvable. Donc je crée un tuple avec comme première valeur un int qui contient le code de l'erreur 404, séparé par une virgule, une deuxième valeur qui est un string, une chaîne de caractères avec marqué page introuvable. Et tout cela constitue mon erreur 404 que j'ai mis dans une constante. Voyons comment récupérer et utiliser les valeurs d'un tuple. On peut extraire les valeurs sous la forme de constantes ou de variables. Là encore, en utilisant le mot-clé let ou var, faire suivre immédiatement d'un couple de parenthèses et à l'intérieur du couple de parenthèses des noms que l'on invente et qui vont correspondre aux données que l'on a dans notre tuple. Alors ces noms qu'on invente, il faut qu'il y ait exactement le même nombre de noms inventés que le nombre de données que l'on a dans notre tuple, ce qui est normal. Donc ici, j'écris let ou var, suivi d'un couple de parenthèses, code séparé par une virgule, message, donc c'est vraiment des noms que j'ai inventés. Ensuite, suivi d'un égal, je leur affecte mon tuple qui a le nom de erreur 404. Et automatiquement, code va contenir 404 et message va contenir la chaîne de caractères de tout à l'heure qui est page introuvable. Donc ici, code est de type int et message de type string. Et avec ces noms code et message, eh bien, je vais pouvoir les utiliser pour par exemple afficher un message à la console. Je pourrais afficher erreur 404, page introuvable. Et donc vous voyez, comme code est de type int, je le concatène avec un anti-slash et un couple de parenthèses, tandis que message qui est de type string, lui, peut être concaténé avec des plus. Et vous pouvez tester ça sur Xcode, ça affichera erreur 404, page introuvable. Donc c'est vraiment un type de variable spécial. Alors comme je l'ai dit, il faut que le nombre de données à récupérer soit exactement le même que le nombre de valeurs qui sont contenues dans le tuple. Sinon, Xcode va nous dire qu'il y a un mot qu'on a inventé qui prend aucune valeur, donc on en aura mis un en trop lors de la récupération de données. Toutefois, si vous avez besoin de récupérer juste une seule valeur parmi celles que vous avez dans votre tuple, eh bien vous pouvez ignorer les autres avec un underscore, soit le tiré du bas, soit le tiré du 8. Donc voilà comment ça marche. Toujours pour une constante ou une variable, on écrit la donnée que l'on veut, donc ici code, j'ai inventé le nom code, séparé par une virgule, j'ai mis un underscore pour montrer que je ne veux pas de la deuxième donnée. Et évidemment, j'affecte toujours à erreur 404, à mon tuple. Et là, je vais pouvoir afficher seulement le code, code d'erreur, toujours concaténé avec l'anti-slash et les parenthèses, pour qu'il s'affiche code d'erreur 404. Si je n'avais voulu que le message, eh bien j'aurais mis le underscore à la place de code et j'aurais laissé message. Voilà comment on peut ignorer des valeurs lorsqu'on n'a pas tout besoin de celles-ci. Il y a une autre manière de récupérer les données. En effet, les tuples sont dotés d'une numérotation automatique partant de 0. Ça veut dire que chaque donnée est associée à un numéro que l'on peut utiliser sur notre tuple pour récupérer la valeur correspondante. Voilà comment ça marche. Donc on a notre erreur, et au lieu de faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant let, parenthèse et d'inventer des noms, eh bien on peut directement afficher notre code d'erreur et notre message en appelant le nom de notre tuple, donc erreur 404, suivi d'un point et de l'indice de notre donnée. 404 est le premier élément, il a donc l'indice 0, du coup j'appelle erreur 404.0. Le message est notre deuxième élément, il a donc l'indice 1, et donc j'appelle erreur 404.1. Et cet affichage va nous afficher exactement la même chose que tout à l'heure. Erreur 404, page introuvable. C'est simplement une autre manière de récupérer les données. Et vous voyez que là, on saute l'étape que l'on a faite tout à l'heure en créant une constante, un couple de parenthèses et en inventant des noms. Là, on n'invente rien, on s'aide vraiment de notre tuple car il est numéroté automatiquement. Enfin, il y a une dernière manière de déclarer nos constantes ou nos variables de données, c'est de les déclarer directement dans le tuple, comme ceci. Donc on a notre tuple erreur 404 qui est affecté toujours au couple de parenthèses, mais cette fois-ci, avant de mettre vos valeurs, vous allez faire précéder vos valeurs d'un nom que vous inventez. Donc là, j'invente le nom code, suivi de 2 points de ma valeur, séparé par une virgule. J'invente le nom message, suivi de 2 points et de ma valeur, séparé par une virgule, un troisième élément, un quatrième, etc. Ce qui me permet d'utiliser ces noms inventés dans l'affichage. Donc à l'affichage, ça donnera quelque chose comme ça. Donc j'appelle erreur404.code et erreur404.message et ça affiche encore une fois exactement la même chose que précédemment, erreur404, page introuvable. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les tuples et comment ils fonctionnent en général. Je vous laisse tester tout ça sous Xcode et nous allons maintenant passer aux optionnels. Une variable devient optionnelle lorsque dans notre programme ou dans notre objet, elle peut se retrouver dans deux cas. Soit on peut lui affecter une valeur, soit on ne peut pas.
Et comme ces deux cas peuvent se produire sans savoir exactement quand, dans notre programme, Swift va affecter automatiquement à notre variable optionnelle une valeur nulle qu'on appelle nil. C'est la valeur par défaut en cas de non-affectation. Évidemment, pour que Swift affecte cette valeur, il faut qu'il sache que c'est une variable optionnelle et nous allons voir tout de suite comment déclarer une variable optionnelle. La syntaxe à adopter pour déclarer une optionnelle est la suivante. Vous décrivez votre variable avec le mot-clé var, son nom, deux points, son type, et tout de suite après le type, un point d'interrogation. Ce point d'interrogation est une sorte de question qui permet de dire est-ce que cette variable va être affectée à une valeur de son type? Ça n'est pas sûr, puisqu'on a mis le point d'interrogation. Ça veut dire qu'il est possible que notre variable ne soit affectée à rien. Donc comme on n'est pas sûr, on pose une interrogation et par défaut, Swift va lui mettre la valeur nulle. Évidemment, si ensuite la variable prend une valeur de son type, la valeur nulle sera remplacée par cette valeur. Ça ne gêne pas. C'est simplement par mesure de sécurité, comme on n'est pas sûr que cette variable va prendre une valeur, Swift la met à nul. Tout cela grâce au point d'interrogation. Et dans notre projet de gestion de parking, une variable véhicule était associée à une place, ce qui est normal parce que quand on accédait à une place, on pouvait savoir quel était le véhicule qui s'y trouvait. Donc notre classe place contenait un attribut véhicule. Lorsque la place est occupée, notre attribut véhicule est rempli par les informations du véhicule qui l'occupe, donc ça n'est pas un problème. Mais que vaut l'attribut véhicule lorsque la place est vide? On ne peut pas supprimer l'attribut puisqu'on en a besoin au cas où une voiture se gare sur cette place. Alors que vaut véhicule? Eh bien comme on avait déclaré notre attribut véhicule optionnel, on a pu lui affecter nil, ce qui a sauvé entre guillemets notre programme. Donc voici comment on avait déclaré ça, var véhicule, deux points de type véhicule, suivi d'un point d'interrogation. Donc ici véhicule est automatiquement affecté à nil. Si vous le désirez, vous pouvez aussi directement affecter vous-même la valeur nil à votre optionnel, comme ceci. Donc toujours avec votre point d'interrogation, suivi d'un égal et de nil. Vous pouvez également affecter une valeur non nulle à votre variable, tout en la laissant optionnelle. C'est-à-dire qu'on commence le programme avec une valeur, mais par la suite, elle peut ne plus rien contenir. Donc vous pouvez très bien faire ça, après le point d'interrogation 1 égale et une valeur, qui est évidemment du type de votre variable, comme ici, texte qui contient coucou. Et donc avec ce mot-clé nil, on va pouvoir tester notre optionnel. On va pouvoir la tester au sein d'une condition grâce au mot-clé nil. Par exemple, si notre variable est différente de nil, c'est-à-dire si elle n'est pas nulle, alors on affiche la variable n'est pas nulle. Et dans l'autre cas, si elle est égale, on affiche la variable est nulle. Ces tests-là peuvent être très pratiques selon la manipulation de votre objet. Voyons maintenant la sûreté d'une optionnelle. Alors qu'est-ce que j'appelle sûreté? On a vu que le point d'interrogation faisait de notre variable une optionnelle, car elle a la possibilité de ne pas être affectée à une valeur de son type. En revanche, si l'on est à un moment du programme certain que la variable sera affectée à une valeur, alors on peut la faire suivre d'un point d'exclamation au moment bien sûr où on l'utilise dans ce cas. On n'a pas le droit de faire une variable avec un point d'interrogation suivi d'un point d'exclamation. C'est qu'au moment où on rappelle notre variable et où on en est sûr qu'on met un point d'exclamation. Et faites attention de bien mettre le point d'exclamation après la variable et non avant, car avant la variable, cela signifie l'opérateur booléen non, comme on a vu dans des vidéos précédentes. Donc mettez-le bien après la variable. Une optionnelle avec un point d'interrogation et une optionnelle avec un point d'exclamation n'ont pas le même affichage à la console. Et c'est pour ça qu'on va surtout se servir du point d'exclamation. Si jamais vous avez besoin d'afficher quelque chose à la console, plutôt que d'avoir le mot optionnel suivi d'un couple de parenthèses et votre résultat, il sera plus agréable d'avoir directement le résultat, et c'est ce que va permettre de faire le point d'exclamation ajouté à la suite de la variable. Mais il n'y a pas que pour cet intérêt-là, c'est aussi pour des raisons de sécurité et pour montrer au langage qu'on est sûr qu'ici, il ne peut rien avoir d'autre que la valeur que l'on attend. Si jamais il y a autre chose, il y aura une erreur critique soulevée par le programme, ce qui va l'arrêter, et donc par sécurité va l'empêcher de continuer. Voyons un exemple sur Xcode. Voici un programme où je déclare une optionnelle qui s'appelle coucou de type string, que j'affecte ensuite à une chaîne de caractères coucou, et ensuite je teste si la variable coucou est différente de nil, et si c'est le cas, alors je l'affiche, et si elle est égale à nil, alors je l'affiche quand même, il s'affichera donc nil. Mais vous voyez que quand je l'affiche une première fois, je fais suivre coucou d'un point d'exclamation pour justement avoir un résultat non optionnel, avoir un résultat concret et sûr, et pour montrer au langage qu'à ce moment-là du programme, on est sûr et certain que la variable n'est pas nulle et contient une valeur. Donc je vais tester mon programme, je vais vous afficher la console, il s'affiche coucou, comme vous pouvez le voir. Si je n'avais pas mis le point d'exclamation ici, il se serait quand même affiché coucou, mais d'une autre manière,
car on n'aurait pas indiqué au langage qu'on était sûr de la valeur, et donc vous voyez qu'il affiche optional entre parenthèses coucou. Donc le point d'exclamation est bien pris en compte par le langage. Il lui montre qu'on est sûr et certain d'avoir une valeur du type de la variable. Terminons avec l'utilisation du binaire, de l'octal et de l'hexadécimal. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer ce qu'est la base du binaire, la base de l'octal et la base hexadécimale. Vous pouvez chercher sur internet, je vais simplement expliquer comment utiliser ces bases mathématiques ici. Peut-être que je ferai éventuellement une vidéo à part sur ces trois bases-là qui sont très utilisées en informatique. Donc pour l'instant, à vous de vous documenter là-dessus si vous ne connaissez pas ces bases-là. Jusqu'à présent, nous avons utilisé la base de 10 pour représenter nos nombres, mais on peut les représenter avec d'autres bases mathématiques. Il suffit de faire précéder notre nombre d'un préfixe selon la base que l'on veut utiliser. On utilise le préfixe 0 petit b pour utiliser le binaire, le préfixe 0 petit o pour utiliser l'octal et le préfixe 0 petit x pour utiliser l'hexadécimal. La syntaxe à adopter est la suivante. Donc je vais déclarer des exemples, par exemple ici le nombre 9 en base de 2, donc en base binaire. Donc je déclare ma variable, je lui donne un nom suivi d'un égal et du préfixe 0 petit b suivi de mon nombre en binaire, donc qui correspond à 9 en base 2. Voici le nombre 17 en base 8, donc cette fois-ci avec le préfixe 0 petit o, et voici le nombre 33 en base 16 avec le préfixe 0 petit x. Lorsque l'on affiche ces nombres à la console, leurs valeurs seront affichées en base 10, c'est-à-dire dans les nombres que l'on connaît habituellement. De même, si on réalise des calculs avec ces bases mathématiques, les résultats que nous afficherons seront aussi en base de 10. Voyons un exemple. Je déclare une variable binaire qui va contenir ici le nombre 3 en binaire, donc 11, puis une autre variable binaire que j'appelle bin2 qui va contenir le nombre 2 en binaire, donc 10, et je vais faire une addition. Je vais afficher dans la console l'addition de ces deux nombres binaires. Comme bin est égal à 3 et bin2 à 2, ça va faire 3 plus 2, 5. Cela devrait donc me renvoyer 5. Donc j'exécute mon programme, il s'affiche bien 5. Et d'ailleurs, si on fait l'addition en binaire, 5 c'est égal à 101, et si je choisis ici de créer une variable avec le nombre binaire 101 et que je l'affiche à la console, il devrait s'afficher 5 aussi. Ce qui est bien le cas. Et donc on peut faire de ces opérations avec la base 8 en octal et la base 16 en hexadécimal. Mais c'est vraiment pour une utilisation avancée, je ne pense pas que dans des programmes que l'on va faire nous en tout cas, on va avoir besoin d'utiliser ces bases mathématiques-là. Mais c'est toujours bien de savoir qu'elles sont présentes et qu'on peut les utiliser. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous allons faire une récapitulation de tout ce que l'on a vu sur la programmation orientée objet en Swift. Et après, dans la 20e vidéo, nous commencerons la troisième partie de cette série, qui est les interfaces iOS en Swift avec Xcode. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.